Bonsoir. Fin du mouvement de débrayage lancé par l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. Négociations entre gouvernement et centrales syndicats. Et puis, participation du Bénin au 30e sommet de l'Union africaine. Voilà l'essentiel des sujets que nous allons évoquer. Invité sur ce plateau, Gédéon Vegba, journaliste, analyste politique à la Radio nationale. Bonsoir Gédéon. Bonsoir messieurs. Ouais, en face de Gédéon, Charles Feridjimi Kossi. Charles Feridjimi est directeur du Baromètre, journaliste, analyste politique et ancien deuxième vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Exact. Bonsoir Charles. Bonsoir cher ami. Ouais. Messieurs. Nous allons donc démarrer cette émission avec la revue. La revue a été rédigée, comme d'hab, par Ulvaïs Balogun. À toutes et à tous, bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire de Club Média 7. Fin du mouvement de débrayage lancé par l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, négociations entre gouvernement et centrales syndicales et participation du Bénin au sommet de l'Union africaine. Dénouement de la fronde sociale, gouvernement et syndicats renouent le dialogue, affiche en manchette La Nation. Selon le quotidien de service public, les 7 confédérations syndicales ont répondu présentes ce mardi à la première session extraordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective gouvernement central et confédération syndicale au titre de l'année 2018. Pour cette rencontre initiée par le gouvernement, les points proposés à l'ordre du jour sont l'implication des statuts particuliers des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, les échanges sur le relevé des conclusions des négociations entre le comité gouvernemental et le collectif des syndicats du secteur de la santé, la coordination entre le Fonds national des retraités du Bénin et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et divers. Le potentiel en parle aussi pour prévenir les crises sociales. Gouvernement et centrales syndicales renouent avec le dialogue. Le matinal, quant à lui, met en sa manchette reprise des négociations avec les centrales syndicales. Le gouvernement réaffirme sa bonne foi. Le journal précise qu'un seul point a été débattu et que les discussions se poursuivent vendredi. L'autre quotidien en parle reprise des négociations avec les syndicats, le gouvernement joue la carte de la décrispation. La presse du jour, pour sa part, mentionne à sa une négociation gouvernement-syndicat, dialogue de sourds hier à l'Infosec. Le journal ajoute que la rencontre qui a duré des heures a accouché d'une souris et conclut que la grève se poursuit. Décrispation de la tension sociale au Bénin, le gouvernement talon près les centrales syndicales dans la surenchère, titre L'autre vision. L'actualité conclut à ce propos, disposition du gouvernement pour une sortie de crise, les centrales syndicales invitées à fumer le calumet de la paix. Ce calumet de la paix, les magistrats le fument déjà. Fraternité, titre Décrispation de la situation sociale, l'UNAMAB montre la bonne voie aux centrales syndicales. Selon ce journal, c'est la fin de la grève dans la maison justice. Même chose à la une de l'actualité. Levée de la motion de grève de l'UNAMAB, les magistrats retournent dans les tribunaux la semaine prochaine. Le potentiel écrit Assemblée générale extraordinaire de l'UNAMAB, Adjaka et les siens suspendent leur grève, mais ajoutent qu'ils mettent en garde Djogbenou, le ministre de la Justice. À la suite, l'autre quotidien titre Suspension de la motion de grève dans le secteur judiciaire, l'UNAMAB prend ses responsabilités et met en garde. Le journal ajoute que l'Union nationale des magistrats du Bénin fait œuvre de responsabilité en décidant de suspendre la motion de grève de 5 jours avec tacite reconduction à compter de mercredi. À Info Plus de conclure, levée de la motion de grève de l'UNAMAB, la justice opérationnelle à nouveau dès lundi prochain. Autre sujet à la une des journaux, les observations de la conférence épiscopale. Préoccupé par la tension sociopolitique sous l'ère de la rupture, le clergé béninois se prononce, écrit le Nouvel Observateur, qui ajoute que la congrégation chrétienne du Bénin, représentée par la conférence épiscopale du Bénin, a tenu du 24 au 26 janvier dernier la deuxième session ordinaire plénière au titre de l'année pastorale 2017-2018. Au cours de ces 3 jours d'échange et d'analyse de la situation sociopolitique du Bénin, le clergé a noté la permanence de la morosité économique prévalant depuis l'avènement du régime de la rupture. L'autre quotidien parle aussi montée de la tension sociopolitique. Les évêques du Bénin tirent la sonnette d'alarme. Situation sociopolitique nationale, les inquiétudes de la conférence épiscopale, écrit le matin, qui laisse
Presse Le Meilleur évoquait la fronde sociale au Bénin et titre « La conférence épiscopale invite le gouvernement et partenaires sociaux au dialogue ». La Nation conclut « Situation sociopolitique, les évêques inquiets appellent au dialogue et à la prière ». 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, talon au cœur de grandes négociations pour le Bénin, affiche l'événement du jour. Pour ce journal, la diplomatie béninoise prend de l'ascension et occasionne un futur émergent pour le Bénin. Bénin intelligent dans la même veine. 30e sommet des chefs d'État de l'UA, le Bénin porte flambeau de la lutte contre la corruption. Même chose à la manchette de Le Meilleur. 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président Patrice Talon expose brillamment les mesures empruntées par son gouvernement dans la lutte contre la corruption. Pour ce journal, c'est une première participation honorifique, ce qui fait dire à Le Progrès que Talon invite les Africains à soutenir l'institution. Même chose à la une de l'autre quotidien qui conclut réussite des missions de l'Union africaine. Talon invite tous les Africains à ne ménager aucun effort. Ce sera donc tout pour cette revue de presse hebdomadaire. Ulvaeus Balogun à la présentation. À dimanche prochain. Merci à vous, Ulvaeus Balogun, le seul journaliste intervenant aussi bien sur BB24 que sur la Une. Merci pour tout ce que vous faites. Chez Don Reba, le gouvernement rencontre depuis peu, enfin ces derniers jours, le gouvernement est en train de rencontrer, si vous voulez, les centrales syndicales. Comment comprendre, sinon dans quel cadre inscrire cette rencontre? Est-ce pour apaiser le climat social ou pour prévenir des crises futures, éventuelles? Non, je crois que c'est pour le dégel de la crise, puisque la crise ayant beaucoup perduré, et les conséquences sont là. Vous voyez, de tous les côtés, on voit ce que ça a comme désagrément pour les acteurs, les différents acteurs. Donc je pense que le fait que le gouvernement ait décidé de prendre le devant des choses, cette fois-ci, pour quand même calmer un peu la situation, ou du moins rassurer les partenaires sociaux, c'est une très bonne chose. Mais à voir comment les choses se sont déroulées mardi dernier, je crois mardi ou mercredi, l'ambiance n'était pas aussi ce qu'on aurait souhaité. C'est vrai qu'il y avait une petite tension au départ. On a pu observer des malcompréhensions dès l'entame de cette négociation gouvernement-syndicat. C'est vrai qu'après, les choses se sont calmées un peu. Il y a eu une reprise, une reprise qui n'a pas duré tellement, puisque les principaux points à l'ordre du jour n'ont pas été vraiment... n'ont pas reçu l'assentiment des deux côtés, ce qui a fait qu'il y a une deuxième rencontre vendredi, et vendredi aussi, selon ce que nous avons eu comme information, ça n'a pas tellement évolué, puisque le premier point, c'est sur la liberté publique. Sur ce point, il n'y a pas eu accord entre le gouvernement et les centrales syndicales, donc je crois que la prochaine rencontre, c'est pour mardi prochain avec le chef de l'État lui-même. On pense bien que cette fois-ci, ce sera la bonne. Oui, d'accord. Vous évoquiez tantôt, vous disiez qu'il n'y a pas eu le dégel comme on l'aurait souhaité. Est-ce suffisant pour dire que les syndicalistes sont en train de faire de la diversion? Non, le dit, ce serait trop dit, parce que c'est vrai qu'il y a une plateforme revendicative qui est déposée sur la table depuis un moment. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui. Maintenant, est-ce que cette plateforme revendicative des centrales et confédérations syndicales ont été vraiment bien étudiées? Est-ce qu'il y a eu du retour pour eux? Bon, je pense que ce n'est pas le cas. Donc, ils sont à leur droit de réclamer ce qui leur revient. Donc, dire qu'ils font de la diversion, non, on ne peut pas le dire comme ça. Vérizimi Charles Kossi, alors le gouvernement est en train d'échanger avec les centrales syndicales. Comment comprendre cette rencontre? Dans quel contexte situer cette rencontre? Est-ce pour prévenir ou du moins dégeler la crise déjà existante? Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que cette rencontre intervient dans un contexte particulier. Vous savez que pratiquement une bonne partie de l'administration béninoise est en cessation de travail. J'en prenais pour preuve le secteur de la justice, l'enseignement et puis la santé. Et donc, il était important que le gouvernement puisse appeler les acteurs sociaux à la table de négociation. Et c'est donc important. Et même s'il n'y avait pas encore de grève généralisée par-ci, par-là, c'était important, comme l'avait
l'avez dit, vous l'avez souligné dans votre deuxième partie, de prévenir les crises et de s'entendre sur un modus vivendi pour pouvoir continuer. Et donc, c'est important que le gouvernement, à un moment donné, puisse choisir donc, ce moment-là pour appeler les acteurs sociaux, les travailleurs, les syndicats à la table de négociation. Et donc, c'est important donc, d'aller déjà, donc il faut saluer ce pas-là qui a été effectué. Deuxième lecture que je voudrais faire, c'est de dire d'abord que après cette série de grèves dans l'administration santé, justice, enseignement, le chef de l'État devait rencontrer, c'est lui qui devait rencontrer au premier chef les syndicalistes, et on avait annoncé donc une rencontre au palais de la présidence qui a été finalement reportée. Je crois quand même que le chef de l'État lui-même, certainement sur des conseils de ses conseillers spéciaux ou conseillers techniques, a compris quand même qu'il ne devait pas aller au front lui-même le premier. Il fallait donc laisser les ministres aller faire le travail, parce que le problème, c'est de savoir si lui-même allait à cette rencontre directement. Vous faites allusion à la rencontre avortée entre le chef de l'État et les centrales syndicales. Exactement. Je crois que c'est la suite logique aujourd'hui avec cette rencontre qui se poursuit. Si lui-même allait directement et qu'on épuisait les voies de recours et que les travailleurs ne démordaient pas, alors à quoi est-ce qu'on allait assister? Donc, c'était important qu'il laisse ses ministres aller d'abord au front pour voir, pour prendre un peu le... C'est-à-dire qu'il s'érige lui-même en rempart. On n'en parle naturellement parce que c'est lui-même le chef de l'État. Il laisse les ministres sectoriels aller discuter, montrer de quoi ils sont capables. Comme il l'a fait au niveau donc, de la santé, vous avez vu, les ministres étaient allés au front. Et finalement, ces ministres ont été vus comme des soupapes. Qu'on a sauté lors de la dernière rencontre pour lever les choses. Donc, je crois que c'est dans la même posture que le chef de l'État est actuellement. C'est lui le chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, il laisse le ministre d'État conduire les travaux avec le ministre de la fonction publique et les ministres sectoriels. Et maintenant, quand ils ne vont pas s'entendre là-bas, lui, il les reçoit au palais de la présidente de la République. Et l'espoir que nous sommes en train de nourrir, c'est que finalement, avec lui-même, on puisse trouver donc, le terrain d'entente pour pouvoir reprendre les choses dans l'administration. Parce que c'est ça, le Béninois lambda attend. Au niveau de la santé, au niveau des écoles et des collèges, au niveau de la justice, que les choses puissent reprendre et qu'on puisse s'entendre entre donc, le gouvernement et les syndicats. C'est ça que nous souhaitons de tous nos voeux. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Allez-y, Gédéon. Cette stratégie de rencontre préparatoire n'est pas productive. C'est ma lecture. Parce que je constate que la clé de la solution, c'est le chef d'État qui l'a. C'est vrai que les ministres essaient de jouer à la diplomatie, mais ils n'ont pas vraiment les coups de franche pour trancher. En quoi est-ce qu'ils n'ont pas les coups de franche? La preuve est que les deux rencontres successives de la semaine dernière n'ont pas produit d'effet. Il n'y a pas eu de résultat. Si on peut le dire comme ça, parce que les deux parties se sont achoppées sur beaucoup de choses, donc il n'y a pas eu de suite. Donc en réalité, on peut dire que le chef d'État ne dérange pas, c'est vrai, mais il aurait pu aller au front, comme on le dit, et trancher une fois pour tout le monde, parce qu'on a perdu du temps. Moi, je peux dire on a perdu du temps. Cette semaine, tout ce qui a été fait cette semaine... C'est-à-dire que le pas qui vient d'être fait n'est pas suffisant pour... observer le dégel nécessaire. Non, mais il n'y a pas de dégel. Avec ce qu'on a vu la semaine dernière, il n'y a pas eu de dégel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dégel sous peu. Est-ce que la rencontre de la semaine qui s'écoule n'annonce pas un dégel? Les deux parties se sont séparées dos à dos. Donc il n'y a pas eu une conclusion en tant que telle qu'on puisse dire aujourd'hui que ces deux rencontres ont permis au dégel ou ont permis de tirer quelque chose dedans. Non, je ne pense pas. Parce que tout le monde se réfère à la rencontre de la semaine prochaine avec le chef de l'État. La preuve est que, même si le chef de l'État les avait reçus, il y a longtemps qu'on aurait tranché cette affaire-là. Le fait d'avoir tergiversé, c'est vrai que le chef de l'État avait son calendrier, et le calendrier ne lui a pas permis de les rencontrer. Maintenant, dire que les ministres allaient jouer le rôle, faire une rencontre préparatoire avant que le chef de l'État ne les reçoive, moi je pense que ce ne sera pas une bonne stratégie, parce qu'on a perdu du temps inutilement. C'est ma lecture. Bon, c'est une lecture, c'est un point de vue, mais je crois quand même aussi qu'il fallait laisser les ministres dans leur posture. C'est des ministres de la République, c'est eux qui sont les premiers contacts avec les travailleurs, et il faut le laisser. Parce que c'est vrai, nous avons perdu du temps. Dans les hôpitaux, les gens sont en train de mourir, les malades attendent donc qu'on reprenne. Au niveau de l'enseignement, le calendrier a reçu un coup, mais il est important aujourd'hui que dans le cadre donc, de l'exercice des pouvoirs de la République, que les ministres quand même puissent aller directement avec ceux qui sont leurs acteurs au premier chef et que le chef de l'État certainement revienne. Bon, maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on évite de faire de ça un cinéma chaque fois.
c'est qu'on évite de faire de ça une fiction et que chaque fois les ministres vont se cassent la gueule et que c'est le chef de l'État et que c'est à la présidente de la République que toutes les solutions se trouvent. Il faut qu'à des moments donnés, on puisse dire attention, les ministres ont rencontré les travailleurs, ils ont pu trouver la clé et qu'on n'a plus besoin d'aller voir le chef de l'État parce que lui aussi, il a d'autres choses à faire. Peut-être qu'il va prendre ce temps-là pour aller faire des négociations sur le plan international. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais si chaque fois, et là je suis d'accord avec vous, que les ministres vont capote, on n'a pas de la clé de la solution et les travailleurs hésitent toujours d'aller rencontrer le chef d'État, c'est en cela peut-être que le Béninois lambda et ceux qui nous observent diront peut-être ça devient du cinéma, ça devient de la fiction. Oui. Je dis, voilà, les syndicalistes ont fustigé les sanctions infligées à certains travailleurs et comment dirais-je, en fait, certains travailleurs ont été obligés, en fait, le ministre de la Justice a mis au service certains travailleurs. Il les a mis à contribution quand même pour... Merci. Alors donc, je disais donc, certains syndicalistes fustigent donc la réquisition ainsi que les sanctions infligées à certains travailleurs. À quelle logique répond cette position des syndicalistes? Non, il semble que la loi a prévu qu'il y ait réquisition en cas de grève. Donc, le ministre n'a pas outrepassé ses responsables et son rôle, mais ses prérogatives, je veux dire, voilà le mot. Donc, le fait de réquisitionner certains agents, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, tout le monde sait que la loi a prévu qu'il y ait réquisition en cas de grève. Donc, est-ce qu'il y a eu... si on vous réquisitionne et que vous n'obéissez pas, il doit y avoir des sanctions, ça c'est normal. Donc je ne pense pas que ce soit une polémique cette affaire. Les syndicalistes doivent savoir que lorsqu'un agent est réquisitionné en cas de grève, c'est prévu par la loi. Et donc l'agent doit obtempérer. Mais s'il n'obtempère pas, il sera sanctionné. Donc il n'y a pas de polémique. Voilà, le gouvernement vient quand même de renouer avec les négociations. Une rencontre est prévue la semaine prochaine. En quoi peut-on dire quand même que le gouvernement est en train de faire preuve de bonne foi? Oui, de bonne foi, parce que déjà une série de rencontres avec les ministres sectoriels. Bon, même si on n'a pas eu tous les résultats escomptés, le chef de l'État lui-même sera sous l'effet de la rampe le mardi prochain. Et j'espère que cette fois-ci sera la bonne pour discuter, et franchement, avec les acteurs sociaux pour que le travail puisse reprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais déjà sauter sur ce communiqué de la conférence épiscopale du Bénin à la suite donc de leur réunion annuelle. Nous allons y revenir tout à l'heure, qui parlait de sincérité. Il faut que d'un côté comme de l'autre, la sincérité puisse se noter. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sont les populations qui sont en train de subir le contre-coup. Dans les hôpitaux, vous voyez déjà le dégât que cela a subi, a donné. Au niveau de la justice, vous voyez que les gens attendent toujours, les justiciables attendent toujours qu'on reprenne. Heureusement que de ce côté aussi, le travail a été repris. Et aussi au niveau des écoles et de l'administration. Donc, je crois quand même qu'il est important aujourd'hui qu'en toute franchise et en toute sincérité, et travailleurs, syndicats et puis gouvernement puissent s'asseoir pour avoir une feuille de route. C'est de ça qu'il s'agit, une feuille de route et savoir comment est-ce que nous allons enclencher tout ce qui reste à faire pour qu'on ne vive plus cette tension. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas enclencher donc, les grands projets de développement qui sont là. Le budget est là, il faut l'exécuter. Le programme d'action du gouvernement est là, il faut l'exécuter. On parle déjà d'une année fiscale très difficile pour les entreprises. Il faut aller capter les flux, il faut aller capter les impôts, il faut aller capter de l'argent pour financer les projets de développement. Donc, il ne faut pas qu'on soit encore dans la diversion. Il faut que le pays se mette au travail. Et si les centrales syndicales sont invitées à fumer le calumet de la paix, Adjaka et les siens fument déjà le calumet de la paix. Ils mettent en garde le ministre Djobbenou et les siens. Qu'est-ce qui justifie donc cette position? Pourquoi? Qu'est-ce que le ministre de la Justice a fait pour mériter cette mise en garde? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais répondre sur ce qu'il a dit par rapport à la rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales. Je pense que c'est une rencontre, comme on le dit, ultime cette fois-ci, parce que là, il faut que de cette rencontre sortent des conclusions vraiment utiles pour le pays, vraiment qui participent à la décrispation de la situation, parce que vraiment, le peuple souffre. Le peuple souffre de ce qui se passe. C'est vrai qu'en ville, dans les grandes villes, on n'appréhende pas, mais quand vous rentrez à l'intérieur du pays, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il serait très bien que cette rencontre puisse être une rencontre productive et une rencontre bénéfique
pour toutes les populations. Et j'évoquais tout à l'heure le rôle des ministres. C'est vrai que je ne dis pas que les ministres n'ont pas bien fait de rencontre, n'ont pas été utiles à cette rencontre. Mais c'est vrai que leur posture, leur prérogative ne leur permettent pas souvent d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a des engagements financiers à prendre. Et le ministre ne peut pas prendre un engagement financier au nom de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui est le garant, le chef suprême qui peut prendre des engagements financiers. Donc c'est là où les ministres sont limités. Et la plupart des revendications, c'est des engagements financiers que ça demande. Donc le ministre sectoriel ne peut pas prendre un engagement financier au nom de l'État. Donc c'est pour ça qu'il dit que le rôle joué par les ministres, c'est vrai que ça a permis de prendre langue avec les centrales, mais ça n'a pas permis d'évoluer. C'est ça, c'est mon problème. Par rapport à l'UNAMAB, je pense que l'UNAMAB a démontré qu'elle n'est pas une union jusqu'au boutiste, parce que le fait d'avoir arrêté le mouvement de grève, c'est une preuve de sagesse, on peut le dire comme ça. Vous l'avez dit, ils ont mis en garde le ministre de la Justice. Il semble que c'est par rapport aux membres qui siègent au Conseil supérieur, je crois, non? Conseil suprême de la magistrature. Conseil suprême de la magistrature. C'est par rapport à certains membres que l'UNAMAB refuse de voir siéger au sein de ce conseil. Donc, je ne sais pas pourquoi cette tension est récurrente entre le ministre de la Justice et l'UNAMAB. C'est vrai que ces deux, ils ont été par le passé deux complices sur d'autres fronts. Aujourd'hui, il y a une tension entre les deux. Bon, c'est de bonne guerre, comme on peut le dire. Mais je pense que ce n'est pas méchant le fait de vouloir de dire qu'il ne faudrait pas que le ministre s'immisce, vraiment le ministre fasse trop d'injonctions ou trop d'infiltration dans certaines décisions prises par ce conseil et autres. Donc, bref, pour l'instant, il n'y a pas encore péril dans la demeure, comme on le dit. Voilà. Donc, comme je le disais, l'UNAMAB met fin à son mouvement de grève. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, la fin de la grève à l'UNAMAB? Les responsables de l'UNAMAB eux-mêmes l'ont dit. C'est déjà la suite de la dernière décision de la Cour constitutionnelle, notamment la décision du 006 du 28 janvier 2018 sur donc, le statut des magistrats. Et donc à Flemstedt, on parle déjà de cette suspension de droit de grève aux magistrats. Je crois quand même que si la haute juridiction retourne donc la copie à l'Assemblée nationale et au gouvernement pour une reprise, donc les magistrats se disent certainement qu'il y a encore une porte ouverte pour que leurs revendications puissent être prises en compte, notamment voir le droit de grève toujours maintenu à leur niveau. Mais je crois quand même au-delà de ça, il faut déjà saluer cette reprise parce que c'est quand même 5 jours sur 5 de grève par tacite reconduction au niveau donc de la maison justice. Et quand vous parlez de la maison justice, vous savez tout le mal qui est fait. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en détention ou ceux qui doivent avoir leur peine prononcée, communiée ou prononcée. C'est aussi ceux qui vont chercher des documents. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, c'est une façon de montrer donc que les magistrats aussi savent écouter le peuple. Nous sommes dans une façon d'appliquer les textes de la République. La Cour constitutionnelle a sorti une décision qui donne une porte ouverte encore à la discussion avec l'UNAMAB. Et donc, il faut en profiter. Il faut en profiter aussi justement parce que le mardi prochain, je ne sais pas si l'UNAMAB ou bien les syndicats de la justice sont aussi conviés à la présidente de la République. Ça pourra peut-être faire partie des discussions avec le président de la République qui pourra expliquer à ces autres pourquoi ils ont été obligés donc d'en arriver à cette décision-là de suspendre donc le droit de grève à certains secteurs comme la santé et comme la sécurité, comme les magistrats. Mais déjà, il faut saluer ça. Mais ce que je voudrais dire, déjà pour conclure, c'est que j'ai vu dans le communiqué de l'UNAMAB qu'on parle un peu de travailleurs. Mais moi, je les vois au-delà même des travailleurs. Je vois la magistrature, je vois les magistrats comme ceux qui portent ce pouvoir-là, le pouvoir justice.
Et donc, qu'ils ont tous les droits aujourd'hui, ils ont toutes les manières de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent là, hein, du côté du premier pouvoir qui est le pouvoir exécutif, de la même façon que le législateur. Et donc, c'est à eux de savoir comment poser le problème pour qu'on ne les regarde pas, qu'on ne les voit pas simplement comme de simples travailleurs. Non, moi je ne les vois pas seulement comme de simples travailleurs, c'est des magistrats, ils ont le siège, ils ont un pouvoir en main. Et ils sauront comment manier ça avec l'autre pouvoir, le premier pouvoir, pour que nous ne subissions pas tout ce que nous avons vécu. Voilà. Merci à vous. Une fin de grève consécutive donc, à la décision de la Cour constitutionnelle. Ben, ne peut-on pas y voir aussi l'ouverture du dialogue social, l'ouverture du dialogue qui pourrait être suspensive de go de ces moments de grève? Oui, c'est bien cela. C'est vrai que ce n'est pas forcément lié à la reprise du dialogue. Logiquement, lorsque vous êtes en grève et qu'on ouvre les négociations, est-ce que cela ne mettrait pas fin au mouvement en cours pour aller aux négociations? Non, l'UNAMAB avait suspendu son mouvement avant que les négociations gouvernement-syndicat ne commencent. Donc, ce n'est pas lié. C'est vrai que... Les négociations ont été annoncées. C'est vrai, c'est vrai. Mais, de toutes les façons, on peut déjà saluer cette volonté de mettre fin à ce débrayage qui a vraiment créé trop de désagréments aux populations. Et comme il le disait tout à l'heure, je pense que c'est la décision, parce que la principale pomme de discorde, c'était lié à cette loi votée par les députés qui interdisait le droit de grève aux magistrats. Ensuite, certaines personnalités, certaines autorités qui devaient siéger au Conseil supérieur de la magistrature. C'était les deux points qui étaient vraiment les deux points importants qui tenaient à cœur aux magistrats. Et les deux points étant levés, je crois qu'il n'y a plus matière. C'est vrai qu'il y a d'autres revendications, mais qui ne sont pas des revendications vraiment qui ne peuvent pas être réglées comme on appelle, sur la durée. Donc les principaux points d'achoppement entre le gouvernement et l'UNAMAB ayant la Cour constitutionnelle qui a levé, enfin, qui a déclaré contre certaines dispositions. Déclaré contre certaines décisions. Cette loi qui a polémique, cette loi sur le droit de grève retiré aux magistrats. Et puis les autorités, en tout cas on parle du ministre de la fonction publique et puis d'autres autorités qui devaient siéger au Conseil supérieur de la magistrature et qui ont été quand même enlevés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a refusé de les reconnaître comme membres devant siéger. Donc je crois que ça a mis fin à la polémique et puis les magistrats ont bien fait de reprendre. Oui, les magistrats mettent fin à leur moment de grève, mais est-ce qu'ils réussiront ainsi à entraîner avec eux d'autres corps sociaux? Bon, comme il l'a dit, les deux conséquences... c'est visible. Vous avez dit tout à l'heure vous-même que la porte de discussion est ouverte. Et donc, si les magistrats donnent le temps, eux, tout au moins, à travers la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui leur permet aujourd'hui de savoir quand même qu'ils peuvent continuer par discuter aussi bien avec le gouvernement ou bien se faire entendre par le législateur et l'Assemblée nationale. Il en est de même aussi pour les autres corps de la République, hein, les enseignants, beaucoup plus le secteur de la santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nul ne sait le moment, l'heure ou le jour où on peut se retrouver dans cette situation-là et vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux. Je crois quand même qu'on peut commencer par trouver une autre forme pour revendiquer ses droits. Et il est important aussi que le gouvernement continue d'avoir aussi cette oreille attentive aux préoccupations de ceux qui sont en train de crier les travailleurs et qui sont en train de réclamer de meilleures conditions de travail. Non, au niveau des enseignants, ce qui crée le problème, vraiment, le tollé chez eux, c'est la non-application du statut particulier des enseignants. Ceux réclament le statut particulier. Et un statut particulier adopté déjà sous l'Ancien Régime. Et maintenant, il reste à entrer dans les frais, comme on le dit, dans le cash. Le gouvernement ayant d'autres priorités aujourd'hui, est-ce que c'est possible que cela se fasse? C'est là la question. Et les gens surfent sur les derniers salaires fixés à certaines autorités pour exiger qu'on leur paye aussi, qu'on leur paye leur statut particulier régulièrement. Donc c'est la principale forme de discorde entre le gouvernement et les enseignants. Oui, Ferry Djemi, croyez-vous que demain, lundi, les tribunaux vont ouvrir leurs portes? Bon, je crois quand même qu'on fait confiance à l'UNAMAB qui, jusque-là, maîtrise quand même sa troupe. Hein.
l'UNAMAB maîtrise sa troupe, je crois que ce bureau maîtrise encore sa troupe et que les magistrats, c'est quand même de hautes personnalités de la République. S'ils ont donné leur parole, on va leur faire confiance. Et je crois que demain, on pourra constater que les tribunaux ont ouvert encore leurs portes pour accueillir les justiciables qui attendent depuis. C'est pas facile. Vous savez, une journée seulement de grève dans le secteur de la justice, vous savez les dégâts que ça cause et on ne peut que souhaiter ça de tous nos voeux. Nous sommes en face de personnes responsables ici, nous sommes en face de personnalités de la République et donc c'est tout naturellement que nous pouvons espérer que demain, les tribunaux ouvrent et que le travail aille avec célérité. Ce n'est pas à nous de leur... Évidemment, ils n'aiment pas recevoir d'ordre. C'est à eux de savoir quand même qu'ils ont ça, ils ont promis ça. Et naturellement, on doit leur faire confiance. C'est des magistrats. Oui. Alors, face à la crise sociale, le clergé donne de la voix. Note la persistance de la morosité sociale depuis l'avènement du régime de la rupture. N'est-ce pas trop tôt, je dirais, que le clergé tire la sonnette d'alarme? Non, c'est le contraire chez moi. Je pense que c'est trop tard même. Parce que par le passé, on a... Mais le clergé n'est pas... Est-ce que le clergé a une vocation politique? Non, le clergé n'a pas une vocation politique, mais le clergé... Le clergé intervient toujours in extremis, quand il n'y a plus de recours, quand il n'y a plus rien à faire. Lorsque le clergé intervient trop tôt, n'est-ce pas que le clergé devient politique? Non, cette intervention n'est pas du tout trop tôt, c'est ce que je dis. La crise est là il y a un moment, ce n'est pas une crise qui est née hier, c'est une crise qui a fait plus de 2 semaines, 3 semaines. Que le clergé réagisse la semaine dernière par rapport à cette crise, moi je trouve même que c'est un peu tard, parce que, comme vous l'avez dit, dans une communauté, il faut toujours faire recours à des sages, et on prend le clergé comme, en tout cas, en griffe sage. Des gens à qui on peut faire recours en situation de crise. Donc, le fait qu'il se soit prononcé, c'est une bonne chose. Le texte, le contenu de la déclaration, moi, je trouve ça très bien placé. Parce que, comme on le dit, le clergé demande aujourd'hui que les deux parties prennent langue. Et priorise surtout l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Et parle de sincérité, comme on l'a dit dans les débats. Et demande qu'on prie. C'est vrai que la prière seule ne suffira pas, ça c'est sûr. Mais c'est déjà quand même bien de donner de la voix. Parce que, par le passé, comme je le disais, le clergé se prononce de façon plus prompte qu'aujourd'hui. On a même senti genre, une absence carrément de cette congrégation dans le débat politique. C'est vrai qu'ils ne sont pas politiques, mais ils ont une responsabilité sociale dans ce qui se passe. Et c'est la responsabilité sociale qu'ils ont qui les amène à se prononcer sur les débats politiques. Charles Ferry-Diémy, la responsabilité sociale dont parle Gédéon Vegba n'est-elle pas une responsabilité qui doit amener le clergé à intervenir comme l'oiseau de Minerve trop tard, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de recours? Oui, mais quand il n'y a plus de recours, on risque de ne plus avoir personne avec qui discuter. C'est de ça, c'est pour cela justement que le faire, ça dépend de la manière dont on le fait. On peut même commencer en termes de prévention, mais ça dépend de la manière. Peut-être que quand on lit le communiqué final, on peut se dire, bon, ça s'adresse au chef de l'État, ça s'adresse au gouvernement, on peut faire cette lecture-là. Mais je crois quand même qu'il faut éviter aussi que ce soit au dernier moment que le clergé... Vous voyez un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le clergé, finalement, s'est mis dedans, mais vous voyez, je ne dirais pas, c'est un peu trop tard. Donc, le plus important ici... Est-ce que dans son état actuel, le Bénin a déjà besoin de prière? Oui, le Bénin a besoin de prière. Si les hôpitaux, c'est les hôpitaux ou bien hôpital mort, ou bien hôpitaux morts, et que les gens meurent dans les hôpitaux, on ne peut que prier, parce que ce n'est pas... Lorsqu'une seule personne perd la vie à cause d'une grève, je crois quand même que ça peut déjà susciter la réaction du clergé pour dire, écoutez, soyez sincères dans les négociations. La sincérité dont on parle, ce n'est pas nécessairement adressé au chef de l'État. Ça peut être aussi adressé aux travailleurs, ça peut être aussi adressé aux acteurs sociaux, ça peut être adressé aussi à ceux qui l'entourent pour dire, soyez sincères avec le chef avec qui vous travaillez, parce que ce qu'on peut lire aussi dans ce communiqué du clergé, c'est de dire, attention, soyez sincères, parce que moi j'ai lu, à deux niveaux, ils ont parlé de sincérité, aussi bien des discussions avec les travailleurs, mais aussi avec les acteurs politiques. Mais les acteurs politiques n'allons pas seulement voir le chef de l'État. Il y a ceux qui travaillent avec lui, qui doivent être sincères avec lui. Il y a ceux qui l'accompagnent, BMP, députés, autres, qui doivent être sincères avec lui. Et le clergé parle d'unité autour donc, des actions de développement et des réformes. C'est-à-dire que le clergé
est conscient du fait que les réformes doivent être appliquées. Et pour cela, il faut qu'on aille dans la sincérité. Moi, je voudrais relier, quand j'ai lu 2 fois sincérité, vous voyez, je m'intéresse un peu à ce qui est dit, le TOFA 2018, qui parlait de, attention, 2018 sera une année de trahison et autres, et le clergé qui soit communiqué, soyez sincères, acteurs politiques, soyez sincères. Donc, il est important de dire aujourd'hui que nous devons faire très attention, donc le chef de l'État lui-même, au premier chef, parce que c'est lui qui a été élu, pour que les acteurs, puisque le mardi prochain, il sera face aux travailleurs. La sincérité, c'est des deux côtés. Ceux qui prennent l'engagement disent, bon, nous allons reprendre, mais reprendre véritablement, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Et le chef de l'État aussi, qui doit donner les engagements nécessaires. Mais les engagements, par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous avons dans la cagnotte? Parce que je me dis, le chef de l'État, ce n'est pas de gaieté de cœur souvent qu'on ne donne pas. C'est parce que nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de l'or et autres là. Donc c'est à travers les impôts que nous captons, difficilement, parce que nous sommes dans un pays fiscal, qu'il faut redistribuer. Donc il faut tenir compte donc, de ces aspects-là. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas encore trop tard pour le clergé de tirer la sonnette d'alarme pour dire à chacun, attention, soyez sincères quand vous discutez. Soyez sincères parce que nous ne voulons pas que les gens meurent dans les hôpitaux. Nous ne voulons pas que les enfants n'aillent pas à l'examen à la fin de l'année. Nous ne voulons pas que les justiciables ne puissent pas bénéficier donc, des services de la justice. Donc, le dit comme ça là, je crois que c'est important. Et pour enchérir, allez-y. La prière, je pense que la prière ne doit pas être occasionnelle, la prière est permanente. On prie tout le temps. Et on ne peut pas dire que parce qu'aujourd'hui on est en crise, on doit plus prier. Il faut prier tous les jours. Et je pense que le clergé a bien fait de demander au peuple de prier. Autre point, 30e sommet de l'Union africaine. Le Bénin a été distingué comme le porte-flambeau de la lutte contre la corruption. Quelle est la particularité du Bénin en la matière, Charles Ferry-Dumikossi? Bon, la particularité, c'est d'abord les efforts que notre pays, sous le leadership du gouvernement actuel, a continué par faire. Je dis continuer parce que ce n'est pas la première fois. Et quand je dis continuer, quand on parle de Bénin, ce n'est pas seulement le Bénin public. Il y a aussi les acteurs de la société civile qui font un travail important dans ce domaine-là. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Vous parlez de Al-Cré, vous parlez de Social Watch, vous parlez de ANLC et autres là. Donc il y a eu des choses, des initiatives dans notre pays qui montrent quand même que le Bénin peut être cité en exemple en matière de lutte contre la corruption. Et le gouvernement actuel aussi, vous avez vu, depuis qu'ils sont là, la lutte contre la corruption est devenue un cheval de bataille. Nous souhaitons qu'on puisse aller au-delà de ça. Et faire rendre gorge à ceux qui ont un peu maille à partie avec les ressources du pays pour qu'on puisse aller. Vous voyez, quand on rentre dans la ville de Porto-Novo, majestueusement dressée, donc l'épave qui est devenue le musée de la corruption, comme on le dit, mais je crois quand même qu'il y a des actions qui vont suivre bientôt. Donc, le Bénin se distingue déjà par les efforts du gouvernement actuel à travers les réformes, à travers la lutte implacable contre la corruption. Mais vous voyez, il y a des chiffres qui font froid, qui donnent donc du Tunis et du torticolis. On a parlé donc de 50 milliards de dollars par an pour tous les pays africains. 50 milliards de dollars, je me suis amusé tout à l'heure avant de rentrer en studio à calculer. Ça fait 30 000 milliards de francs CFA que la corruption coûte aux États africains par an. Vous voyez ce que ça fait. Et donc, il est important aujourd'hui que, comme ils l'ont dit lors de ce dernier sommet-là, que l'année 2018 soit donc l'année de la lutte contre la corruption dans les pays africains pour qu'on puisse faire reculer un peu ces barrières-là. Mais la corruption, quand on parle de corruption, pas de corrompus sans corrupteur, on le dit certainement, mais à qui s'adressons? On s'adresse d'abord à l'administration. Qui est le chef de l'administration? C'est le pouvoir, c'est le gouvernement, et donc c'est à ce gouvernement d'abord de donner, de tracer le chemin, et puis la société civile, les législateurs, tout le monde va suivre. Et donc je crois quand même que c'est une responsabilité importante qui est réservée aujourd'hui au Bénin, à travers son chef, le président de la République. Et je crois quand même que c'est le moment, plus que jamais, pour le gouvernement d'initier des projets, des programmes pour que nous puissions faire en sorte que le Bénin soit cité en exemple lors du prochain sommet pour dire, évidemment, on vous a regardé un peu, vous avez continué par faire et que le Bénin soit un modèle. Je crois que je peux toujours dire que c'est important parce que le chef de l'État du Bénin, qui a participé à ce sommet-là de façon majestueuse aussi, nous l'avons vu, à un moment où... Présentation remarquée. Exactement, pour présenter donc les acquis du Bénin, à un moment où un président comme Paul Kagame est en train de prendre la tête de l'Union africaine. Et quand on parle de Paul Kagame, vous savez,
de qui on parle en matière de lutte contre la corruption dans ce pays-là. Nous voulons que ce soit généralisé dans tous les pays. Et quand vous voyez que notre chef d'État, un peu ami à Paul Kagame, est allé passer quelques jours déjà à son arrivée. Donc je crois que c'est le plus important aujourd'hui de dire que le Bénin est cité en exemple, mais il ne suffit pas seulement qu'on nous cite en exemple, il suffit justement que nous puissions initier des actions. Aussi bien le gouvernement, la société civile, le Parlement, parce que nous avons les législateurs qui doivent prendre aussi des lois, des tests pour encadrer ça, donc pour que la corruption puisse reculer. Parce que si nous voulons un programme d'action du gouvernement qui soit financé, il faut que nous puissions rassurer les investisseurs. Et les investisseurs peuvent être rassurés que lorsqu'on dit oui, le Bénin, il y a la lutte implacable contre la corruption, non, ils savent quand même que lorsqu'ils déposent leur valise avec des milliards ici, on ne va pas trop poncer dedans. Donc je crois quand même que c'est une responsabilité qui est donnée et c'est ensemble, société civile, pouvoir public, législateur, société civile, médias, comme nous le faisons, parce que le travail que nous faisons déjà, c'est une façon de contribuer donc à ce travail-là qui est confié à notre président de la République. Oui, merci à vous, Charles Férizimi. Gédéon Vegba, dites-nous, par rapport à ce 30e sommet, on dit du Bénin que c'est sa première participation, mais participation honorifique. Qu'est-ce que cela vous suggère? Je suis d'avis avec ceux qui disent ça. C'est une belle et brillante participation. Parce que, d'abord, la posture du chef de l'État, lors de cette rencontre de haut niveau, c'est une posture vraiment qui rend le pays digne. Parce que, d'abord, un discours improvisé, c'est vrai que d'aucuns reprochent à ce discours d'être improvisé, que ce serait été plus préparé, que ça aurait été mieux, mais le contenu du discours, moi, c'est ce qui m'intéresse. Le message est passé, c'est un bon message. L'Union africaine aujourd'hui a pris une place incontournable au niveau de l'Afrique, parce que même les pays qui sont partis, le Maroc qui avait fait déflexion est revenu, d'autres pays sont aussi revenus. Donc tout le monde comprend aujourd'hui l'enjeu de l'Union africaine, même si aujourd'hui on n'a pas de résultats tangibles sur le terrain, mais c'est vrai que c'est un creuset de plus en plus important, un creuset qui apporte quand même à des États. Et l'autre chose, parmi les trois participants, les trois présidents qui participaient pour la première fois, je vais parler de l'Angolais Joao Lorenzo et du Libérien George Weah, mais on a vu que notre chef d'État, quand même, leur a vu la tête, parce que pratiquement, tous les caméras étaient sur lui, malgré que les deux autres étaient là. C'était Patrice Talon qui avait fait, je dirais, le buzz, comme on le dit. Donc, c'est à l'actif du Bénin, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller au-delà. C'est vrai que participer au sommet de l'Union africaine, c'est une bonne chose, mais il faut aller au-delà, comme je le dis, il faut qu'on ait quelque chose, qu'on gagne quelque chose. Et la diplomatie doit se mettre en branle pour que les Béninois qui souhaiteraient se positionner à divers postes au sein de l'Union africaine puissent aussi se positionner, parce qu'on ne va pas rester à chanter les louanges. Parlant de diplomatie, justement, certains estiment que la diplomatie béninoise a frappé fort au cours de ce sommet. Bon, je n'ai pas vu de résultat. Je ne sais pas, frapper fort, dans quel sens vous voulez dire? Je ne sais pas. Sinon, on aurait souhaité quand même qu'il y ait des résultats, qu'on décroche des choses aussi. Comme vous l'avez dit, Paul Kagame s'impose, ou du moins depuis un moment s'impose au niveau de l'Union africaine. A pris beaucoup de pauses. Il a placé Donald Kaberuka pendant 10 ans à la tête de la BAD. Il est resté longtemps, et puis d'autres postes également. Donc je pense que si nous aussi on peut s'imposer, avoir aussi une voix qui compte surtout au sein de l'Union africaine, ce serait bon. Oui, certains organes de presse de la place disent que la diplomatie béninoise a frappé fort et qu'elle occasionne même un futur émergent pour le Bénin. Oui, c'est une partie de cette même presse qui reproche au Bénin de n'avoir pas été présent au sommet de Dakar pour le partenariat mondial sur l'éducation. Je crois quand même qu'il faut prendre les choses de façon un peu modeste. Je crois quand même que c'est déjà important pour le Bénin de revenir, Bénin is back, comme on peut le dire, sur la scène internationale, parce que le chef de l'État, pendant 2 ans, la même presse lui a reproché de n'avoir pas été présent à ces grands rendez-vous. Un premier coup lors de ce sommet de l'Union africaine, et puis bingo, je crois quand même qu'une bonne posture, c'est important. Le Bénin peut être cité en exemple, le Bénin a été responsabilisé. Donc il faut que désormais on soit présent. Et pour être présent, il faut que les ministres prennent leurs responsabilités sur le plan national et qu'on laisse le chef de l'État aller ouvrir les portes. Ce n'est pas seulement en passant toute la semaine à régler les problèmes syndicats, gouvernement, qu'on peut aller
du travail à faire, hein, à ouvrir les portes, à saisir les opportunités, comme vous l'avez dit, à placer les Béninois, à savoir où est-ce qu'il faut placer les Béninois. Parce que quand vous prenez des pays comme le Sénégal, hein, la Côte d'Ivoire, vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est un pays de grandes rencontres. Ça seul suffit pour que les investisseurs arrivent. En Côte d'Ivoire, chaque semaine, il y a de grands événements. Il faut faire du Bénin de grands événements. Oui, un hub de grandes rencontres. Et pour le faire, il faut avoir des centres de rencontres. Le CIC ne fonctionne plus, le palais des congrès, on ne sait pas ce que c'est devenu. Il n'y a pas de grands hôtels pour accueillir 5 000, 7 000 personnes, 500 personnes à la fois. Donc c'est ça qui fait d'un pays un pays de grandes rencontres. Ce n'est pas seulement quitter le pays, aller participer à un sommet, c'est accueillir aussi. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, sommet Union africaine, Union européenne. Alors que le pays est en train de traverser une crise, nous sommes un pays en paix, c'est de ça qu'il s'agit. Donc notre diplomatie doit avoir désormais ce calendrier-là pour le chef de l'État, pour que les investisseurs arrivent. Il faut passer désormais du concept de Bénin révélé à un Bénin attractif. Le Bénin, il ne faut pas continuer à parler de Bénin révélé, il faut que le Bénin soit un pays attractif pour accueillir de grands sommets, de grandes rencontres, accueillir de grands investissements. Et je crois quand même que le chef de l'État a toute sa volonté. Il faut maintenant l'accompagner. Merci. Nous allons juste dire un mot sur la fièvre Lassa qui est survenue au Bénin depuis peu. Avez-vous l'impression que le Bénin est en train de bien faire face à cette crise? Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin est en train de faire face comme cela se doit à cette fièvre hémorragique? Vous savez que comme toute crise, bon, elle ne prévient pas, mais quand même, je crois que le dispositif mis en place par le ministère de la Santé, ce dispositif peut être renforcé, mais il faut déjà les saluer. Ce n'est pas facile, parce que l'argent n'était pas totalement prévu. On sait quand même que des crises peuvent survenir. Il faut encourager le gouvernement, il faut encourager le ministère de la Santé et tout le dispositif qui est mis autour. Mais nous parlons d'une crise de l'ASA à un moment où les centres sanitaires sont en grève. Donc c'est aussi la grande problématique. Mais je crois quand même qu'au plus haut niveau, il faut encourager nos gouvernements à aller au-delà. Oui, alors, comme vous le dites, nous avons un plan de contingence. Le Bénin a un plan de contingence. Avez-vous l'impression que ce plan de contingence est en train d'être déroulé face à cette fièvre hémorragique? Non, je pense que c'est en train d'être bien déroulé même, d'ailleurs, parce que l'épidémie n'a pas progressé outre mesure depuis son arrivée. Il y a eu une certaine maîtrise de la situation au niveau du ministère de la Santé et il faut saluer le ministre de la Santé qui, dès les premiers jours, a déjà pris les taureaux par les cornes en lançant un appel aux populations, appel à l'hygiène, appel à la propriété et autres choses. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on peut circonscrire le phénomène entièrement, mais on peut demander aux populations de respecter des mesures recommandées. Et depuis que c'est arrivé, il semble que c'est à Parakou qu'il y a eu un cas de décès, bon, et puis 2 cas ailleurs. Bon, c'est pas encore, contrairement à notre voisin de l'Est ou de l'Ouest, le Nigeria, qui a enregistré, que la semaine passée, 47 cas de décès. Donc je pense que le Bénin a quand même fait beaucoup d'efforts pour ne pas laisser cette épidémie progresser. Merci à vous. Gédéon Vegba, journaliste à la Radio Nationale, analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons mettre un terme à cette émission avant le terme réglementaire, puisque nos collègues du desk sport ainsi que la réalisation mettent la pression. Nous allons céder le plateau pour qu'ils puissent prester quelques instants avant le démarrage du match de tout à l'heure. Vous savez, c'est la finale aujourd'hui. Alors, en face de Gédéon, nous avions donc Charles Feridjimi Kossi, journaliste, directeur du Baromètre, ancien deuxième vice-président. J'ai été le premier vice-président. Donc vous avez été le deuxième vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Le plaisir partagé. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye.